On va entamer la dernière séquence thématique de la journée. Peut-être le moment de faire une rapide synthèse. On a vu tout au long de la matinée, on a mis la question de lien social et de participation des habitants au centre des échanges comme une nécessité en soi, mais aussi comme un levier pour agir sur d'autres déterminants de santé. On l'a vu avec l'optique, l'écoute. Et là, du coup, on va consacrer cette dernière grosse séquence thématique à la question de l'alimentation, puisque le groupe Vive, vous le savez, se mobilise fortement sur ce sujet avec vous, dans une logique d'expérimentation, d'innovation sociale. Et donc, on leur laisse aujourd'hui toute la place pour en parler. On a la chance d'avoir avec nous les 4 têtes de réseau associatifs qui participent au programme qui va être présenté aujourd'hui. Donc, il y a du beau monde autour de la table et également Patrice Tillet qui va participer à cette séquence thématique. Donc, je laisse toute la place qu'il faut à Vincent. Bonjour. Merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Vincent Hduc, je dirige le lab d'innovation sociale en santé du groupe Vive. Trop content d'être là, mais je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, parce qu'il y a plein de personnes assez géniales, comme toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui autour de la table, qui vont prendre la parole pour lancer un nouveau programme. C'est quelque chose que vous avez tous et toutes eu le mot à la bouche ce matin, coopération, coopération, coopération. Mais avant tout, je suis trop content de proposer à Patrice d'introduire la séquence. Un tonnerre d'applaudissements. Merci. Merci à toi, Vincent. Merci beaucoup. Alors je vais faire comme toi, je vais faire super rapide parce que on veut vous entendre sur vos interventions sur le sujet de l'alimentation. Moi, juste, Vincent m'a demandé de rappeler mon histoire à hauteur de mes cheveux blancs, mais en fait, c'était quand j'étais directeur d'un organisme HLM en région lyonnaise et notamment sur le territoire de Vaux-en-Velin où on a rencontré VRAC et les fondateurs. Boris Tavernier, créateur de VRAC, où entre 2 bailleurs sociaux, on s'est dit c'est quand même assez génial de pouvoir proposer à des locataires qui ont une alimentation, j'allais dire, de moindre qualité parce qu'elle est contrainte par des enjeux possiblement de pouvoir d'achat, de dire on peut peut-être travailler sur la question d'une épicerie solidaire ou en tout cas de pouvoir acquérir de quoi se faire à manger de manière saine. Donc il y avait aussi la réalisation d'un livre de recettes interculturelles qui avait été partagé dans le quartier. C'était un moment très très fort et de prise de conscience que par le réseau associatif et parce que nous étions en lien direct avec le territoire et avec les habitants, on avait cette capacité à intervenir sur le champ de leur santé par la question de l'alimentation. Très souvent, nos locataires sont sursollicités par la publicité ou par... j'avais donné un nom de surface... Aldi, je pensais, ou ce type de moyenne surface très bon marché, mais qui au bout du compte va plus inciter à une consommation alimentaire de produits transformés, avec le sentiment que c'est plus pratique, que c'est moins cher, et finalement que c'est la bonne solution. Et en tant que bailleur, c'était intéressant de pouvoir leur faire prendre conscience qu'il y avait une autre voie, et une voie qui allait améliorer leur santé et celle de leur famille. Voilà, donc c'est de cette expérience, notamment avec VRAC, que quand j'ai rejoint le groupe Arcade Vie, je me suis dit tiens, on retrouve cette dimension-là qui est vraiment prégnante et ça fait le lien avec ce qui a été dit ce matin à la table ronde sur comment on mobilise durablement les enjeux en disant est-ce que je rentre pas dans un sujet un peu intime, l'alimentation des gens ça leur appartient, est-ce que en tant que bailleur on est légitime à aller les chercher sur ces sujets-là et on se rend compte que finalement oui, on peut l'être. Et on doit l'être. Et on n'impose rien, mais en tout cas, on accompagne, on met à disposition des solutions. Et je crois que c'est ce qui va être présenté tout de suite. Et du coup, je laisse la parole à Vincent et puis les partenaires pour vraiment exposer ce qu'il est possible de faire sur les quartiers d'habitat social au bénéfice de nos habitants. Donc, merci à vous d'être venus jusqu'à nous pour en parler. Et merci à Vincent. Merci Patrice. Yay. Merci. Merci beaucoup Patrice pour l'intervention. Du coup c'est moi avec moins de cheveux
il y a quelques années. Du coup, je le disais, j'ai la chance et la responsabilité de diriger le lab d'inno-social du groupe Vive. En quelques mots, on a 2 mandats, accompagner la transformation de nos métiers par l'innovation sociale sur nos 3 métiers, offre complémentaire santé, offre de soins et d'accompagnement et logement social et logement santé. Et surtout, aller explorer un nouveau déterminant de santé, après celui du logement, qui est celui de l'alimentation. Aujourd'hui, en quelques mots, je pense que vous l'avez pas mal entendu ce matin de manière différente. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer avoir un impact sur la santé en considérant seulement celle de l'humain, mais en créant des approches transverses qui mêlent la santé, de la biodiversité, de l'humain et du climat. Et aujourd'hui, le premier exemple qui avait été... Oula, en amont, avance de phase, ça ne marche plus. Et une des premières innovations justement quand même du groupe là-dessus, c'est avec Arcade Vive, celle du logement santé, que vous connaissez toutes et toutes. Et en fait, il y avait déjà des engagements sur l'alimentation. Et du coup, ça nous a donné une idée. Et si on allait justement un petit peu plus loin, en allant investiguer un nouveau déterminant de santé, celui de l'alimentation. En quelques mots, notre santé dépend de ce qu'on mange, mais aussi de la manière dont elle est produite et son impact sur la qualité de l'eau, de l'air et des sols. Et juste en quelques mots sur des indicateurs, c'est beaucoup revenu ce matin justement la question justement des impacts sur la santé, comment est-ce qu'on peut le mesurer, la question du lien social, la question de l'alimentation. Sur l'alimentation, il y a des données très chiffrées qui existent aujourd'hui. Il y a 17 millions d'adultes qui sont en situation de 17% des adultes qui sont en situation de surpoids, 11 millions de Français en situation d'insécurité alimentaire. Et dans un contexte où on prend en compte la sédentarité et la malnutrition, c'est 20 milliards de dépenses de santé publique par an. Si on dézoome sur la partie santé-environnement, donc les modèles de production, on estime qu'on pourrait économiser entre 11 et 30 milliards de dépenses de santé publique par an pour un coût industriel 10 fois moindre. Et donc si on veut aujourd'hui agir sur la santé par l'alimentation, on a un enjeu de repenser justement nos approches autour des enjeux de production, de transformation et d'accessibilité. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait au niveau du lab, c'est qu'on accompagne nos 3 métiers pour se mobiliser sur la santé et le dérisquer en tant que déterminant, en créant des nouvelles offres avec la partie offre de soins, la partie L2, pardon, tout ce qui est complémentaire santé. Ouais, livre 2, donc toute la partie complémentaire santé, MGEN, Harmonie Mutuelle, la MNT, qui sont du coup 3 des mutuelles du groupe. Sur la partie offre de soins, on repense les modes de restauration au sein de nos établissements de soins. Et enfin, sur le logement santé, via les engagements sur l'alimentation. Et c'est là où je viens justement sur la question du programme qu'on va lancer, c'est que aujourd'hui, il y a un historique entre le logement social, le logement santé et l'alimentation. Vous avez toutes et tous des projets qui sont portés avec des associations locales sur les questions d'accessibilité. Mais on a identifié un enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, dans un contexte où aujourd'hui on a 54% de baisse des aides publiques vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire dont on fait partie, notamment sur les organisations qui sont sur le dernier kilomètre, il y a un enjeu de repenser nos modèles de coopération. Et prendre le temps de la coopération, ça nécessite un temps de co-construction, de développement et de travaux communs. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir... Ah non, je cherchais la zapette. Hop. Et aujourd'hui, du coup, j'ai le plaisir en fait d'être là avec toute une partie de l'équipe qui travaille depuis 1 an sur ce nouveau dispositif, qui est le programme Coopération, qui porte très bien son nom, qui est un dispositif justement pour travailler sur les parcours alimentaires des résidents, des entités du groupe Arcade Vive, qui a été co-construit avec 4 associations qui sont des têtes de réseau, qui sont présentes aujourd'hui sur scène et qui vont nous rejoindre. Ce dispositif, on va pouvoir vous le présenter. Cette séquence va s'organiser en 2 temps. Une présentation des associations partenaires et du dispositif avec un question-réponse avec vous. Et ensuite, une présentation des sujets de coopération qu'on va pouvoir porter ensemble dans les mois qui viennent avec un accompagnement proposé par le Lab et ses partenaires. Non, c'est encore pas avec ce micro que je vais changer les slides. Du coup, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Stéphanie de VRAC, Fanny des Petites Cantines, Benjamin de Programme Malin et Laure de Réseau Cocagne. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. Ouais. Comment ? Et cette séquence va être modérée par Delphine Chaumiol qui nous a rejoint à la direction ESS et Innovation Sociale du groupe Vive. Pareil, vous pouvez lui faire un tonnerre d'applaudissements.
Ne nous emballons pas, mais ravi d'être ici et bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette séquence, effectivement, c'est que chacune des 4 associations partenaires du programme Coopération puisse vous expliquer ce que les activités de sa structure et comment chacune, à sa façon, agit sur l'alimentation, l'accès à l'alimentation saine et durable. Et ensuite, effectivement, on pourra discuter des pistes de coopération qu'on a déjà identifiées, enfin pré-identifiées pour que vous, entreprise sociale de l'habitat ou coopérative d'habitat, vous puissiez coopérer avec ces organisations. Donc on va commencer avec c'est les petites cantines, si je ne m'abuse. Non, ah oui, la zapette est là, d'accord. On a un sujet de zapette. Hein. Attends. Voilà. On va commencer donc avec les petites cantines représentées par Fanny, qui est donc directrice du développement du réseau. Les petites cantines, c'est une association qui a pour objectif donc de développer l'accès à une alimentation de qualité tout en favorisant le lien social, un sujet dont on a beaucoup parlé ce matin. Et donc les petites cantines déploient des restaurants de quartier, en général en pied d'immeuble, et un peu partout en France. Donc pour l'instant, il y a 14 cantines qui sont ouvertes, mais l'idée c'est bien sûr que ces cantines se déploient un peu partout. Et l'intérêt en fait de ces restaurants, c'est qu'ils sont co-gérés et co-animés par les convives en fait qui viennent manger dans ces cantines, et bien sûr la préparation des repas est faite de façon conviviale avec tous les invités. Donc Fanny, par rapport aux enjeux, par rapport à la structure que sont les petites cantines et à ces enjeux de développement aujourd'hui, quel est l'intérêt des petites cantines pour le programme Coopération, pour travailler justement avec le groupe Arcade, et quels sont les besoins que tu identifies ou les apports aussi que les petites cantines peuvent amener aux différentes entités du groupe Arcade? Merci beaucoup. Effectivement, du coup, les petites cantines, ce sont des collectifs d'habitants qui montent des cantines de quartier. Nous, aujourd'hui, du coup, j'accompagne pas mal d'équipes de citoyens qui font ça sur un temps bénévole, qui travaillent tous les jours, et sur leur temps, effectivement, perso, ils trouvent un local, lèvent des fonds, animent effectivement ce qu'on appelle des cantines éphémères et commencent à créer justement du lien dans leur quartier, avec cette ambition vraiment d'avoir envie de partager la table et de favoriser le lien social. Aujourd'hui, notre frein premier, c'est la recherche de local. On a de plus en plus de difficultés à avoir accès à du foncier. En fait, ces collectifs cherchent des locaux en rez-de-chaussée d'immeubles qui ont effectivement assez d'espace de mètres carrés pour mettre en place une cuisine et penser à un aménagement qui soit convivial et qui permette à tout un chacun de passer la porte et effectivement de rencontrer aussi ses voisins. Comme vous pouvez le voir sur la slide, effectivement, on se rend compte avec une mesure d'impact qu'on a menée que 86% des convives considèrent que le repas est une vraie occasion de lien social, et en même temps, grâce à cette mesure d'impact, on s'est vraiment rendu compte qu'une personne sur 2 qui vient aux petites cantines a changé en fait ses habitudes alimentaires. Donc on a un réel impact sur ce que les gens mangent, à la fois aux petites cantines, mais du coup après chez eux. On est sur des recettes très simples, donc ça va être des carottes râpées, une mousse au chocolat, et pour autant on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont jamais épluché de carottes de leur vie, qui n'ont jamais fait des recettes toutes basiques. Donc de le faire en fait aux petites cantines. Ensuite, derrière, il y a une vraie envie de le répliquer ensuite chez soi. Donc ça, pour nous, c'est hyper important. Et effectivement, il y a beaucoup de convives qui sont sortis en fait d'un isolement social. On a des convives, on va dire, très différents. Ça peut aller de l'étudiant qui est seul à Paris parce que il a grandi à Tours, qu'il a aucune connaissance à Paris, et donc de le fait de venir aux petites cantines, il va rencontrer du monde et sortir aussi de son isolement. Il a peut-être pas accès à une cuisine dans sa chambre, donc le fait de venir, pareil, aux petites cantines, c'est aussi un moyen pour lui de manger bien, de manger bon. Et à côté de ça, on a aussi beaucoup de personnes à la retraite,
pas mal de personnes isolées, des personnes qui habitent aussi en résidence senior, qui viennent du coup aux petites cantines parce que c'est le temps dans la semaine pour rencontrer du monde, être aussi à côté de familles, d'enfants, de jeunesse, de personnes qui travaillent, effectivement de salariés qui viennent faire leur journée de solidarité aux petites cantines. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a c'est un espace très intergénérationnel qui crée du lien social, qui remet en tout ça, enfin vraiment tout ça au centre de la table, et vraiment on y mange bien. Et c'est très important pour nous. Aujourd'hui, on est dans un réel boom d'essaimage. On en arrive bientôt à la 30e petite cantine. Donc on en a 16 d'ouvertes aujourd'hui en exploitation. On en a une quinzaine en montage. Et sur cette quinzaine, on a des équipes locales qui cherchent activement un lieu. Et du coup, c'est vrai qu'on commence de plus en plus à creuser la piste d'installer des petites cantines dans des résidences seniors, dans des EHPAD. Voilà. On essaye en tout cas d'innover là-dessus, de pas forcément aller chercher un bail commercial classique, mais de se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux, comment est-ce qu'on peut faire différemment et aller vers des publics où on serait peut-être pas forcément allé de manière naturelle. Merci beaucoup. Vous aurez bien sûr l'occasion de poser des questions à chacune des associations après ce temps-là. La zapette. Et donc on va passer maintenant à Programme Malin et à Benjamin Cavalli, qui est le directeur général de l'association. Programme Malin a pour objectif d'améliorer les pratiques alimentaires des tout petits, donc des enfants jusqu'à 3 ans, les 1000 premiers jours, chez les familles sous contrainte budgétaire. Donc Programme Malin travaillait initialement beaucoup avec la caisse d'allocation familiale et depuis en fait on a commencé effectivement. Programme Malin est lauréat et un des lauréats de la France s'engage d'il y a 2-3 ans, je ne sais plus, 3 ans. Et donc, en lien avec le lab d'innovation sociale de la direction OSS du groupe Vive, on les a mis en lien effectivement avec le réseau des crèches de Vive 3, donc pour pouvoir diffuser effectivement toutes les ressources en fait sur l'alimentation des tout petits, au-delà de ces ressources documentaires sur l'alimentation infantile. Ce que fait aussi Programme Malin, c'est qu'il apporte des ressources, une aide financière aux familles qui en ont besoin. Je vais vous poser tous la même question par rapport au programme effectivement coopération et aux liens effectivement avec les entités d'Arcade Vive et aux enjeux de développement de Programme Malin. Qu'est-ce qui fait que Programme Malin est intéressé par cette coopération et quels sont les besoins et ce que l'association peut apporter? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de se lancer dans l'aventure de l'alimentation. Merci à Vincent et son équipe sur la partie innovation, mais aussi au groupe Arcade Vive de se lancer sur ce sujet. Pour nous, c'est hyper important, c'est en lien avec ce qui s'est dit autour des enjeux de coopération. Je crois qu'aujourd'hui, sur le champ de l'alimentation, plus que jamais, mais il n'y a pas que l'alimentation, il y a vraiment des transformations de modèles à faire et donc Malin est parti de cette réflexion sur comment faire autrement et comment proposer une offre concrète aux familles. Avant de répondre à la question, j'ai juste précisé, ça va être hyper important, vous allez voir, c'est très concret dans la vie quotidienne d'une famille. Pourquoi on travaille sur cette période des 1000 premiers jours? En fait, il y a 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'il y a une montée en puissance de la littérature scientifique qui montre que cette période est un tremplin pour construire l'ADN santé d'un individu, avec des impacts à court, moyen et long terme. Alors, je vous rassure tout de suite, ceux qui ont loupé le tremplin, c'est pas qu'on peut rien faire après, mais c'est plus difficile et c'est plus coûteux, humainement, santé, économique, voilà, tout un tas de raisons. Et donc, il faut vraiment investir sur cette période-là. Et la très bonne nouvelle, c'est que sur les questions d'alimentation, on parlait de bouger des habitudes alimentaires. Et ça, c'est les sociologues qui le montrent. L'arrivée d'un enfant, c'est la période clé de la vie dans laquelle les parents vont s'interroger forcément sur qu'est-ce qu'il faut donner à cet individu qui a passé le pas de la porte.
Et du coup, c'est une super fenêtre d'opportunité. Et donc, à partir de là, je vais répondre déjà à la question, puis après, je vais essayer d'être concret sur ce qu'on peut amener sur le territoire et concrètement aux familles que vous hébergez. Nous, on est développé au niveau national, mais la philosophie de Malin, c'était de se dire comment on crée une logique du aller vers. Donc aujourd'hui, on touche beaucoup d'enfants, certes, mais c'est hélas que 27% des enfants éligibles. Vous voyez qu'on est très complémentaire à l'aide alimentaire, donc on va toucher des profils de familles qui sont soit juste en dessous du seuil de pauvreté, soit juste au-dessus. Donc des gens qui font leurs courses comme monsieur et madame tout le monde, qui sous-consomment les dispositifs sociaux. Et donc l'idée là, c'est que sur le aller vers, c'est ce que je disais à Vincent en préparation, c'est qu'il n'y a pas mieux que aller chez les gens en fait. Et c'est ce qu'on réussit à faire avec un mail CAF, mais ce mail CAF, il n'est pas ouvert systématiquement, même s'il y a un beau taux d'ouverture. Et donc aujourd'hui, l'opportunité de pouvoir rentrer en contact avec les familles chez elles, c'est le lieu clé pour venir discuter alimentation. Donc la raison, elle est très claire, c'est de pouvoir faire connaître notre démarche auprès de plus de familles et avoir la possibilité de tester cet endroit de communication qui est un peu unique. Le deuxième sujet aussi qui est hyper important pour nous et ça fait aussi tout le sens de la coopération autour de la table. On a eu l'occasion, nous ça fait 15 ans qu'on travaille sur le sujet, bien sûr, de se rencontrer mutuellement. Mais effectivement, nous on est extrêmement intéressés avec plein d'idées de connexion. On collabore déjà avec le jardin de Cocagne dans le Nord où il y a des familles malins qui accèdent à des paniers. Il y a plein de choses à faire avec VRAC et les petites cantines sur cette même logique-là. Nous, ce qu'on va pouvoir proposer concrètement aux habitants, c'est deux choses. Premièrement, quand on est parent, et ça concerne tous les parents, et donc toutes les familles qui habitent dans les résidences avec un enfant en bas âge vont pouvoir bénéficier, c'est se repérer sur les différents sujets de l'alimentation. Parce que souvent on se dit ouais, c'est 0-3 ans, ça passe vite, c'est simple. Ben non, en fait, il y a ça part de l'alimentation de la femme enceinte, l'allaitement, la diversification. Enfin, je ne vais pas faire la liste exhaustive, elle est hyper importante. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir aider les parents à se repérer, à comprendre les enjeux, à faire des choix éclairés. Et ensuite, d'avoir des contenus pratico-pratiques, des menus types pour la semaine. Il ne mange pas de courgettes, est-ce que je dois le forcer, combien de fois? Enfin voilà, je ne vous fais pas la liste exhaustive de toutes les questions. Et ça, tous les parents peuvent se le poser et l'offre conseil va pouvoir être accessible à tous les locataires. Alors, je ne sais pas si c'est locataire le terme. Si? Non? Oui, c'est bon, c'est locataire. OK. Habitants, c'est très bien. Donc à tous les habitants avec un enfant en bas âge, sans conditions de revenus. L'idée, c'est de se dire, on est sur un sujet qui touche tout le monde. Maintenant, la deuxième offre concrète qu'on a dans Malin, celle-ci, elle est par contre réservée aux familles sous contrainte budgétaire. C'est la possibilité d'acheter ce qu'on appelle, nous, des produits adaptés de qualité dans des circuits de distribution ouverts à tout le monde. Et donc, les circuits de distribution vont avoir des offres où ils vont pouvoir faire leurs achats en supermarché. Et donc là, j'insiste, je fais un peu mon côté plaidoyer, c'est qu'en supermarché, hélas, il n'y a pas beaucoup de solutions et aujourd'hui, la contrainte budgétaire pèse énormément. Je ne vais pas citer le nom de l'enseigne, mais on a récupéré des données qui montrent que le 16 du mois, on a 90% des gens qui font leurs courses au niveau national, pas sur un supermarché, qui sont encartés, ils récupèrent des données sur le revenu et le 16 du mois, la moitié des clients sont dans le rouge. Ce qui fait qu'à partir de la moitié du mois, je peux vous dire que la variable d'ajustement, ce n'est pas le loyer, ce n'est pas l'essence qu'on met dans la voiture pour payer, c'est l'alimentation. Et donc le parti pris de Malin, c'est d'avoir un système de bons de réduction qui permet d'acheter des produits fléchés, bons pour la santé validés par des sociétés savantes de pédiatrie. L'idée aussi, c'est de pouvoir se dire que c'est des gens extrêmement connectés, ils font aussi leur achat en vente en ligne. Et là, on a un partenariat, par exemple, avec La Fourche, on peut acheter du bio en vente en ligne. Et les familles, elles ont aussi vocation à aller de plus en plus vers des solutions circuits courts sur l'alimentation durable. Et donc là, on a sur des territoires, alors c'est moins répandu, on a ça sur une dizaine de territoires, c'est des offres en circuit court, soit avec le réseau Cocagne, soit directement chez le producteur avec des systèmes d'application.
Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, collaborer avec vous pour pouvoir toucher ces familles, leur proposer cette offre et pouvoir ensuite créer des collaborations avec nos amis des autres associations. Merci beaucoup. Ah ben, le micro. Allô ? Merci beaucoup, super concret. On va passer ensuite au Réseau Cocagne, qui est donc une organisation du secteur de l'insertion par l'activité économique et qui rassemble 105 jardins de cocagne partout en France, enfin en France et outre-mer, et qui a objectif bien sûr de faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes très éloignées de l'emploi et donc qui sont par une activité de maraîchage ou d'horticulture, et toute la production donc de bio qui est faite dans ces jardins est ensuite redistribuée sous forme de paniers, et notamment via un dispositif, les paniers solidaires, avec des tarifs bien sûr différenciés selon les capacités financières des familles. Laure, donc Laure Touché, tu es directrice des partenariats au Réseau Cocagne. Pareil, je te laisse nous dire en quoi l'évolution, enfin les enjeux d'évolution du Réseau Cocagne résonnent avec le programme coopération qu'on lance aujourd'hui, et quels sont tes besoins et qu'est-ce que le réseau peut apporter aux ESH et aux entités d'Arcade. Merci Delphine. Donc effectivement, les jardins de cocagne, ce sont des fermes maraîchères à vocation d'insertion sociale et professionnelle qui vont accompagner environ 6200 personnes très éloignées de l'emploi par une activité valorisante et thérapeutique, donc celle de produire des légumes bio. Nous sommes donc des producteurs agricoles, et ces légumes vont ensuite être vendus en circuit court dans les territoires. Alors, les jardins de cocagne ont toujours mené des actions de solidarité alimentaire, d'une part avec le public qu'ils accompagnent, donc les salariés en parcours d'insertion, mais aussi auprès des consommateurs, donc ceux qui ont un abonnement de panier hebdomadaire auprès des jardins de cocagne, notamment depuis la crise financière de 2008, où ils se sont aperçus que leurs clients ne pouvaient plus acheter de panier. Donc, ils ont créé un programme qui a été officialisé en 2010, donc le programme Panier solidaire, qui permet à des familles en précarité ou fragiles d'accéder à des légumes toutes les semaines, des paniers de légumes à un tarif solidaire. Donc, ces personnes payent le prix du panier pour les mettre aussi dans une posture, pas de bénéficiaire, mais de consommateur. Pour nous, c'est important et ça fait partie de la dignité des personnes. Dans le même temps, il y a des ateliers, des animations bien-être alimentaires qui sont proposées à ces personnes, donc du jardinage, des repas partagés, des ateliers cuisine nourricière, etc. Puisqu'on s'est aperçu que ça ne suffisait pas de distribuer des légumes produits, mais également d'accompagner les personnes dans le bien-vivre alimentaire. Donc, ce programme s'est énormément développé. Aujourd'hui, on touche à peu près 17 000 foyers adhérents et nous travaillons avec des acteurs sociaux, évidemment, qui nous orientent des personnes en fragilité ou en précarité pour distribuer ces paniers. Et ce qui nous intéresse avec le groupe VIV, c'est d'élargir justement cette communauté avec qui on peut travailler, d'articuler notre projet associatif Cocagne avec un projet mutualiste engagé sur la santé, et donc de travailler ensemble, enfin de favoriser toutes les synergies d'acteurs sur ce sujet. Voilà. Donc nous, ce qui nous pardon, je ne sais pas si c'était ce qui nous motive. Donc nous, en fait, c'est de remobiliser en fait les personnes en précarité autour de leur santé et l'alimentation. Et pour ça, donc, on va proposer une cuisine différente, donc qui est simple, économique et respectueuse de l'environnement. Et c'est surtout, donc, c'est par une cuisine différente, mais aussi par une posture d'animation, une manière de dialoguer avec les publics fragiles, qui ne va pas être descendante, qui ne va pas être prescriptive, et qui va donc faire valoir les compétences et les savoir-faire des personnes, des publics. Donc nos compétences et nos expertises, elles sont beaucoup là-dessus, et c'est par le biais de ces ateliers qu'on va pouvoir ensuite proposer une offre de produits maraîchers, donc sous forme de panier hebdomadaire à des personnes. C'est important de faire ces ateliers avant la distribution de paniers, parce que les personnes se sentent souvent peu légitimes à accéder à des produits bio, locaux et solidaires dans leur territoire. Voilà. Très bien, merci. Et donc, on va passer à la dernière association, VRAC, le réseau VRAC que donc, vous connaissez, puisqu'on en a déjà parlé ce matin. VRAC a déjà des expérimentations en cours avec Mesolia et SFHE, où il est star.
Et donc, Stéphanie Segaud, tu es trésorière de VRAC. Donc, c'est un réseau qui lutte contre la précarité alimentaire dans les quartiers populaires à travers le développement de groupements d'achat de produits de qualité, bio et locaux, et qui est implanté actuellement dans 23 villes avec 124 groupements d'achat actuellement. Stéphanie, je te laisse effectivement compléter. Même question. Ok, je vais revenir un petit peu sur les chiffres. Patrice Thier nous a ramené 12 ans en arrière. En fait, le réseau existe depuis 12 ans maintenant. Donc 12 ans après la région lyonnaise, on est dans 23 villes. Ce sont 22 associations qui sont des associations autonomes. Aujourd'hui, on est aussi présent en Outre-mer avec des groupements sur la Réunion, mais aussi en Belgique. Si jamais, je ne sais pas si vous êtes présents en Belgique, mais nous sommes présents à Bruxelles et à Charleroi. Le VRAC est surtout connu donc pour ces groupements d'achat qui sont le moment fort et l'outil, on va dire, principal de son action. C'est une fois par mois, une épicerie où les gens, après avoir commandé sur un catalogue des produits choisis, avec par exemple quelque chose de simple, mais ils prennent le poids qu'ils veulent. On limite un petit peu aujourd'hui, parce que notamment nos produits phares, c'est de l'huile d'olive. On ne peut plus commander 10 litres d'huile d'olive, mais en fait, on commande ce qu'on veut et on vient le chercher avec son contenant, une fois par mois, et on est accueilli par une équipe, et c'est un moment fort, parce que c'est un moment non seulement où on vient chercher des produits, mais où aussi on est sur une qualité d'accueil, de la solidarité avec les autres habitants, des échanges, et puis un vrai moment de convivialité. Au-delà de ces groupements d'achat, VRAC développe aussi des collectifs, je crois que vous en avez parlé ce matin, des actions d'aller vers. Alors on fait beaucoup de pieds d'immeubles, on fait des collectifs, des groupes produits pour choisir ce qu'on veut dans le catalogue, des cafés, c'est-à-dire que pendant des cafés produits, les adhérents, donc habitants, peuvent goûter les futurs produits et donner un avis dessus. On essaye aujourd'hui d'avoir on a un axe très développé autour de la dimension de la démocratie alimentaire et de la sécurité sociale de l'alimentation. On touche aujourd'hui un peu plus de 30 000 personnes. Et puis voilà, on distribue en 2024 421 tonnes de denrées. Ça fait quelques 33 tonnes. Nous, aujourd'hui, ce qu'on espère dans ce soutien et dans cette coopération, on a aujourd'hui des groupements qui existent, mais on a souvent aussi, comme le disait Fanny des petites cantines, des problèmes de locaux. Ça nous arrive encore beaucoup parce qu'on a des épiceries qui grandissent. On a des fois besoin de locaux pour ce faire. On est toujours en partenariat. C'est pas nos locaux à nous. Donc on est toujours chez quelqu'un d'autre. Donc on a besoin de locaux. On peut avoir aussi besoin de locaux de stockage pour ceux qui n'ont pas la logistique décentralisée. Et puis du temps homme, évidemment, pour aider à organiser tout ça. Et puis, on peut avoir aussi aujourd'hui des envies. On a essayé, et pour l'instant, c'est un des groupements d'achat qui a fermé, d'aller vers de nouveaux territoires, et notamment en ruralité, où là, c'est plus difficile, puisque VRAC, en fait, dans les fondateurs, il y a les bailleurs sociaux. Et donc, on est souvent accompagné par les bailleurs sociaux, et c'est quand même beaucoup plus difficile en territoire rural. Mais c'est une de nos ambitions, parce qu'il n'y a pas que dans les QPV où il y a des besoins liés à cette alimentation, et c'est pas parce qu'on habite à la campagne qu'on mange forcément bien. Donc, on peut avoir ce genre de choses, ou bien aussi dans des établissements nouveaux pour nous. Il y a des expérimentations qui sont en cours et qui seront faites dans les pensions de famille. Ça nous amène de nouveaux adhérents. Et puis, on peut avoir aussi des besoins pour les Lyonnais, il y a la MESA qui a été créée, qui est donc une maison autour de l'alimentation, avec un restaurant à tarification différenciée. C'est des projets que beaucoup de VRAC aimeraient porter. Alors, c'est des projets plus lourds, mais c'est des projets autour de démocratie alimentaire qui sont intéressantes. Et nous, on a envie de travailler en coopération avec le plus de partenaires possible. Merci beaucoup, et on vous comprend. Merci à vous quatre.
On a fini ce premier tour de présentation de chacune de vos structures. Je ne sais pas si déjà les sujets qui ont été abordés résonnent par rapport à vos problématiques ou vos enjeux respectifs. En tout cas, nous, dans le cadre de ce programme, donc, qui est coporté par le Lab d'innovation sociale, mais en lien bien sûr avec le groupe Arcade et petite pensée pour Diane que je ne vois plus, Diane et Lorraine Ventier et Diane Lacouture. Et donc on a déjà organisé il y a quelques mois de ça des réunions d'information pour essayer de comprendre quels étaient vos besoins en tant qu'entité du groupe Arcade et quels étaient aussi donc les besoins de ces associations, pour voir déjà quelles pistes de coopération on pourrait lancer et voir derrière comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en œuvre. Donc tout ça, la mise en œuvre, on vous l'explique juste après, mais en piste de collaboration par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, en fait, on a identifié que pour chacune des associations, il y avait un peu 2 niveaux de coopération possibles. Un niveau, alors un plus, c'est vraiment un niveau très simple et presque clé en main, entre guillemets, donc des activités relativement simples à mettre en œuvre et qui ne demandent pas forcément beaucoup de temps homme ou de ressources financières, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc typiquement pour VRAC, ça peut être soutenir justement des groupements d'achat existants ou devenir relais justement de ce que disait Benjamin sur Programme Malin. Comment est-ce que vous pouvez aussi diffuser toutes les informations, toutes les ressources du Programme Malin à vos résidents ou à vos habitants. Ça peut être aussi mettre en place des ateliers sur le bien vivre alimentaire avec Réseau Cocagne. Donc ça, c'est un premier niveau de coopération qu'on a identifié, enfin qu'on a co-identifié. Hein. C'est pas nous tout seuls, c'est avec vous les échanges qu'on a menés bien sûr tous ensemble. Et après, on a identifié aussi un autre niveau un peu plus complexe, pas tant dans la difficulté, mais c'est plutôt dans l'ingénierie qui est requise derrière, parce que ça demande un peu plus de temps humain ou de temps long pour pouvoir mettre ça en place, puisqu'effectivement, si on veut implanter une petite cantine, même éphémère, dans un de vos établissements, forcément, il y a tout un processus de mise en place. Et si effectivement on veut structurer un réseau d'ambassadeurs santé sur les 1000 premiers jours au sein de vos structures, il y a toute une dynamique d'animation et de mobilisation qui va être à mettre en place. Pour ça, bien sûr, vous ne serez pas tout seul. On travaille avec Make Sense, qui nous accompagne en fait pour la mise en œuvre du programme et qui, Sylvia après, nous expliquera concrètement comment est-ce que le programme va pouvoir être mis en place à travers un appel à manifestation d'intérêt pour que vous puissiez nous faire remonter aussi vos besoins et vos envies et voir après comment est-ce qu'on peut accompagner tout ça pour que ça puisse se concrétiser. Mais en attendant, est-ce que par rapport aux présentations des 4 structures qui ont été faites et par rapport à leur sujet, par rapport aux thématiques ou aux actions proposées, est-ce que vous avez déjà des questions, des commentaires, des ressentis, des envies folles est-ce que vous avez déjà... Est-ce que déjà certains questionnements ressortent? C'est le moment questions-réponses. Il n'y en a pas. Ou alors c'est que tout est simple. Ah ouais, alors... Ouais. Est-ce que... Oui, il faudrait... Merci. Est-ce que vous pourriez présenter aussi votre structure pour qu'on sache... Alors, bonjour, je m'appelle Madeleine, je travaille chez Antin et aujourd'hui, je vous parle plutôt en tant que présidente d'une association qui s'appelle Tout Autre Chose, qui est située dans le 9e arrondissement à Paris et qui a la particularité d'avoir dans ses locaux une cuisine semi-professionnelle. Donc quand je vous entends, alors je sais, c'est un match. Je suis au conseil d'administration depuis 2 ans. Je sais que la directrice de l'asso avait déjà pris contact avec les petites cantines, mais avant que j'arrive au conseil d'administration, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de partenariat qui a été noué. Néanmoins, on travaille beaucoup effectivement sur l'alimentation. On est une association qui a pour objet
la mixité sociale. Donc, on est relais de panier bénébono, mais tout le monde ne prend pas des paniers dans notre asso. Je vois aussi des choses sur des ateliers parentalité qu'on fait qui pourraient être intéressantes. Bref, peut-être qu'on pourrait se parler. Merci beaucoup. C'est l'idée, justement, que vous vous rencontriez. Une autre question, remarque, commentaire? Ou est-ce que tout est clair? Ou vous vous demandez comment est-ce qu'on va faire? C'est peut-être ça. Non. Bon, on va considérer que tout est clair. Je vous passe juste pour information, parce que ça peut peut-être vous donner une... Ah non, tu as enlevé le slide. Ah mince, bon bah alors non, bon, bah, c'est pas grave. Je crois qu'il y a des changements intempestifs. Ouais. Normalement, on avait un slide, mais on vous le remettra avec la répartition géographique justement des implantations de chacune des structures pour que vous puissiez vous dire, ah, tiens, ça c'est à côté de chez moi, enfin, à côté en tout cas de mon entité, et donc il y a des connexions qui pourraient être faites. C'est pas grave, on vous donnera quand même les informations, vous inquiétez pas. Si pour l'instant il n'y a pas d'autres questions-réponses, on en pourra avoir un temps juste après, bien entendu. On va plutôt vous présenter maintenant avec Sylvia Garzon donc de Make Sense tout le processus, tout ça, toutes les modalités justement de ce programme pour vraiment sa mise en œuvre concrète. Attends, je vais te laisser la place. Merci beaucoup. Ça. Allez, bon, je m'assois. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et enchantée. Donc, Sylvia Garzon, je travaille chez Make Sense. J'en ai déjà rencontré certains et certaines d'entre vous depuis cet été, justement, quand on a co-construit le dispositif pour arriver à cette journée. Donc, je suis très heureuse d'être ici avec vous pour le lancement de cet appel à manifestation d'intérêt. Concrètement, là, on est aujourd'hui au lancement. Donc, on va avoir quelques mois. On va vous aider à aller à la découverte des associations et des projets de coopération que vous pourriez monter avec elles. Et on va vous guider avec un dossier de candidature aussi, avec des questions pour vous aider à voir si le projet il est pertinent, intéressant pour vos territoires, vos bénéficiaires, et s'il répond à des besoins réels. Et donc c'est ce dossier qu'on vous demandera aussi de récolter à la fin de l'appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir choisir certains projets. Donc si on rentre concrètement dans les prochaines étapes, il y a 4 webinaires qui vont être organisés dans les prochaines semaines, le 21 novembre avec Réseau Cocagne, le 24 novembre avec les petites cantines, le 26 novembre avec Programme Malin et le 5 décembre avec l'association VRAC France. Les horaires sont différents sur chaque webinaire, mais on va donc vous envoyer les informations exactes pour tous les webinaires, et l'idée c'est que on rentre un peu plus dans le détail des projets de coopération qui vous ont été présentés aujourd'hui, et qu'on puisse déjà répondre à vos questions si vous voyez des ponts, si vous avez déjà des territoires en tête ou des questionnements très précis sur les ressources, etc. Donc ce sera vraiment l'occasion de venir avec vos questions et qu'on vous aiguille avec chaque association là-dessus. Ensuite, jusqu'au 19 janvier, l'idée c'est que vous puissiez concrètement nous remonter les projets de coopération que vous voudriez monter. Donc on va aussi vous proposer des sessions d'échange avec nous pour vous aider si vous avez des questionnements après les webinaires sur est-ce que le projet répond vraiment aux critères, est-ce qu'on a les ressources, voilà, si vous avez des questionnements plus autour des coopérations. Donc on vous proposera 2 à 3 temps d'échange là-dessus en collectif. Et donc le 19 janvier, ce sera la clôture de l'appel à manifestation d'intérêt. Et donc clôture, ça veut dire que le dossier de candidature que vous allez recevoir, il faudra que vous nous l'ayez renvoyé, donc co-construit entre vous et l'association locale avec qui vous souhaiteriez monter le projet. Si vous scannez le QR code, j'ai déjà vu pas mal de téléphones sortir pour le scanner, il va vous renvoyer vers une page en ligne qui décrit tout le détail de l'appel à manifestation d'intérêt. Il y a des fiches aussi par association qui reviennent sur chaque projet de coopération possible avec les assos, et surtout quels sont les territoires susceptibles d'être intéressés par ces types de projets, quelles sont les conditions en termes de ressources humaines, financières qui seraient à prévoir. Donc on a essayé de rentrer dans le plus de détails possible pour vous aider aussi à vous projeter et voir si c'est à la fois intéressant par rapport à vos bénéficiaires, vos territoires et ce que vous voulez monter, mais aussi si vous avez les ressources et si vous avez envie de vous engager là-dedans. Et l'intérêt des 2 niveaux de coopération, c'est aussi pour s'adapter justement à tout ça.
Et donc ensuite, du 19 janvier au 27 février, on sera dans un moment de sélection de notre côté avant de vous annoncer les 4 lauréats du programme et ensuite rentrer dans une période d'accompagnement que je présente juste après. Parce que l'idée de cette AMI, c'est de sélectionner 4 lauréats, comme on vous l'a présenté plus tôt, qui vont bénéficier donc d'un budget d'amorçage, d'un accompagnement. Ce qui ne veut pas dire que tous les autres projets qui avaient candidaté et que vous aviez envie de monter ne doivent pas être mis en place. Au contraire, nous, on va vous inciter. L'idée de cette AMI, c'est de vous donner des idées d'expérimentation et d'innovation que vous pourriez porter. Certains seront accompagnés, mais les autres, même s'ils ne sont pas accompagnés ou même s'ils ne bénéficient pas de ce budget, ils peuvent quand même être mis en place, notamment quand c'est des niveaux 1, de l'organisation d'ateliers, des échanges de bons procédés ou des partenariats avec les assos. Donc on va vraiment vous encourager aussi à y aller. Et donc pour finir sur l'accompagnement qui commencera donc à partir de mars, l'idée c'est que nous, Make Sense, on puisse vous aider à lancer ces coopérations. Donc pour les 4 projets retenus, l'accompagnement il va énormément dépendre de vos besoins, tant côté ESH que association, et sur les typologies de projets, il y aura pas du tout les mêmes problématiques et les mêmes enjeux. Donc l'idée c'est qu'on s'adapte vraiment à ça, mais quand même pour vous donner des exemples, l'idée c'est qu'on puisse vous aider déjà à lancer votre coopération, donc définir l'organisation, la gouvernance, la posture de coopération que vous prenez aussi avec le groupe avec lequel vous allez monter ce projet, le plan d'action, les indicateurs, donc vraiment la gestion de projet et du projet de coopération. Et ensuite, vous accompagner soit mensuellement, donc avec des points réguliers pour vous aider à lancer et faire advenir le projet, soit ça pourrait être des ateliers thématiques sur lesquels on travaille, et donc on vient animer des ateliers pour vous aider à mettre en place la gouvernance du projet, pour vous aider à identifier des pistes de financement s'il y a besoin d'aller chercher d'autres financements, à penser à un modèle économique. Enfin voilà, il y a des sujets très variés qui pourront être adressés. Et donc j'ai mis une liste d'exemples d'experts, de personnes qui pourraient intervenir et qui viennent vraiment renforcer ces expertises de modèle économique, mise en récit, gouvernance, philanthropie, etc. Je pense avoir tout dit. Eh bien, merci. Est-ce que suite à ces présentations, d'autres questions émergent sur le processus de l'appel à manifestation d'intérêt, sur les typologies de coopération possibles? J'en profite pour vous informer. On a synthétisé sur une page tout ce qu'on vient de vous dire, ce qui n'est pas évident, mais ça tient dessus et on vous mettra à disposition donc toutes les informations sur le programme, sur son déroulé, son calendrier et bien sûr le QR code qui renvoie effectivement à la page de l'appel à manifestation d'intérêt. On vous mettra ça, je pense, à l'accueil, à la sortie, pour que vous puissiez récupérer vraiment la synthèse du programme, la synthèse en une page. Des questions, commentaires, réflexions, oppositions? A priori, non. Qui souhaite postuler? Qui a super envie de s'engager là-dessus, ou en tout cas d'en savoir plus, Voilà. Ah, il y a des mains qui se lèvent. Moyen, petit, oui. Petit, d'accord. Petite envie, une autre envie par là. Ah, il y a des envies quand même, c'est bien, il y a des mains qui se lèvent, ça va, génial. On espère avoir autant de dossiers de candidature que de personnes présentes aujourd'hui. C'est notre objectif. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez, l'un de vous, quelque chose à rajouter ou envie de... Non, très bien, c'est tout clair. Eh bien, merci. Postuler, mais bien sûr, à postuler. Ah oui, postuler, j'avais oublié. Quand même, le gros QR code qu'on vous remet effectivement sur la fiche papier qu'on vous mettra à l'accueil. Mais tout est là, toutes les infos. Merci beaucoup en tout cas, et on espère que de super projets de coopération vont émerger de tout ça. Et oui, et avant de se quitter, on va se prendre une petite photo avec Patrice aussi. Si je peux vous faire venir, on va prendre une photo de groupe pour officialiser un petit peu le lancement. Ah oui, on signe, on fait beaucoup de choses. On signe, on prend des photos. Voilà, on lance officiellement notre programme. Donc je vous invite à venir ici.